La vie ne devient pas plus facile ou plus indulgente. Nous devenons plus forts et plus résistants. C'est votre réaction à l'adversité qu'il faut vivre et non La vie la ne violence devient des pas plus jamais facile résoudre ou qui plus détermine comment indulgente. l'histoire Nous doit devenons changer plus pour que ça forts et s'achève. plus résistants. Il y a deux possibilités d'être réduit par La vie est belle, La vie est belle, l'aventure continue. l'aventure continue. Bienvenue dans Histoire Kintsugi. Je suis Thibaut et je vous invite à un voyage extraordinaire là où les brisures deviennent des forces. Tout commence pour moi en 2003. J'ai 12 ans et mon père décède devant moi. Mais aujourd'hui, j'ai des phrases comme l'aventure continue ou la vie est belle tatouées sur le corps. Parce que c'est ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Et un mercredi sur deux, je vous propose de partir à la rencontre de toutes ces personnes qui ont dû faire face aux difficultés de la vie. Elles acceptent de nous partager leur vécu pour donner un message d'espoir et inspirer ceux qui en ont besoin. En fait, ici, on parle de la vraie vie. Juste un petit rappel avant de passer à la discussion. Les récits qu'on partage ici peuvent toucher des cordes sensibles. Si jamais ça devient un petit peu trop lourd, faites une pause et parlez-en autour de vous si besoin. Si vous aimez ces discussions, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles et à les partager autour de vous pour qu'ensemble, on donne inspiration et courage au plus grand nombre. Ludivine est enceinte et lorsqu'elle passe l'échographie du 3e trimestre, elle ne s'attend pas à ce qu'elle va apprendre. Son premier enfant a un grave problème cardiaque. Un choix impossible s'offre alors à elle et son mari Cyril. Interrompre la grossesse, la poursuivre à son terme mais avec une faible chance de survie de l'enfant, ou provoquer une naissance prématurée et tenter des opérations. C'est cette dernière possibilité qu'ils choisissent. Ils entrent alors dans un tourbillon de doutes, de longs moments d'attente, de peur et d'erreurs médicales. La situation est si compliquée que leur couple est mis à mal. Mais aujourd'hui, Livio a 13 ans. Il restera marqué par ces épreuves et doit encore subir des opérations, mais Ludivine et son mari Cyril ont su créer une famille aux liens très forts grâce à ces épreuves. Car après Livio, ils ont donné naissance à 2 autres enfants. Je vous invite à écouter l'épisode jusqu'au bout, car un beau moment d'émotion le clôture, et dans 2 semaines, c'est Cyril qui nous racontera cette histoire avec un angle différent. Bonne écoute. Bonjour Ludivine, Bonjour. merci de me recevoir chez toi, et merci d'accepter de participer à Histoire Kintsugi. On se parle aujourd'hui puisque tu es la tante de Jennifer, qui est passée dans l'épisode 3, et qui m'avait dit tiens, il faudrait que tu parles avec avec ma tante. Je vais lui en parler, elle a une histoire qui est intéressante. Je ne connaissais pas l'histoire jusqu'à temps qu'on se parle nous et qu'on se prépare à cette discussion. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, Ludivine? Oui, alors voilà, je m'appelle Ludivine, je suis mariée, j'ai 3 enfants, je suis auxiliaire de périculture. Ok. Bon, tu viens d'évoquer tes enfants et ça va être le sujet de notre épisode. Mais avant de rentrer dans l'histoire, enfin, dans ton histoire et dans votre histoire, est-ce que tu peux me parler de l'objet que tu as choisi pour illustrer cet épisode? Euh, oui, c'est un chapelet. Ok. Voilà, c'est un chapelet parce que c'est à ça que je me suis accrochée pendant ces longs mois difficiles Ok. qu'on a vécu. Parce que tu es croyante ou c'était plus un point de repère Alors, je ne l'étais pas Ok, et je le suis devenue. d'accord. Voilà. Euh, comment dire, en fait, cet objet, c'était une personne qui nous l'a offert. Ok, Qui était croyante et qui tous les soirs, elle venait prier au pied du lit de Livio. mhm, Et donc, elle nous l'a offert et je me suis accrochée à ça, en fait. ok, Je ne l'ai jamais lâché et il n'a jamais lâché Livio non plus. ok, incroyable. Tu vois, je te disais que j'aime bien découvrir les objets de mes invités le jour de l'enregistrement parce qu'il y a le petit côté surprise et il y a toujours une histoire derrière l'objet. Tout à fait. Elle est forte cette histoire, je trouve. Oui, oui, effectivement. Mm. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet peut-être. Tu viens d'évoquer Livio, tu viens d'évoquer des longs mois difficiles. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton histoire? Oui, alors, voilà, en fait, ça a commencé où donc je tombe enceinte de Livio. Mhm, Grossesse très compliquée. En fait, avant que je tombe enceinte de Livio, j'ai fait une fausse couche. ok, Mais je suis retombée enceinte de suite, en fait. J'ai pas respecté les délais. mhm, Voilà, donc, je suis retombée enceinte de suite. Et il y a un hématome rétroplacentaire qui s'est mis à côté du bébé, en fait, d'accord. donc de Livio. Donc, j'ai été alitée pendant 4 mois parce que j'avais des risques de le perdre. Mhm, Voilà. Donc,
j'ai été suivie régulièrement. Et puis, on ne sait pas pourquoi, j'ai dû passer l'échographie du 3e trimestre un petit peu avant que la normale. Et donc, ce jour-là, elle m'annonce, la gynécologue, qu'elle pense qu'il y a un souci avec le cœur du bébé. Ok. Donc, elle n'est pas spécialisée dans les cardiopathies. Donc, elle me dit qu'il faut absolument que je voie rapidement un cardiopédiatre. Donc, elle nous en a conseillé un, qu'elle a appelé, en fait, et on a eu rendez-vous donc, le lendemain. Mais j'étais seule parce que mon mari était en déplacement. Ok. Donc, je voulais pas y aller toute seule. Donc, j'en ai parlé à mes parents et c'est mon père qui m'a accompagnée. Ok. Donc, ce fameux rendez-vous arrive et donc, il me passe l'échographie et donc, il nous confirme à la fin de l'échographie qu'il y a un problème grave avec le cœur du bébé. Ok. Donc, Il y a combien de temps entre l'échographie et ce rendez-vous? bah, je crois qu'il y a 1 jour ou 2 jours. Ça se fait très rapidement. Ok. Et donc, il nous annonce un diagnostic, mais il veut avoir un deuxième avis d'un autre cardiopédiatre directement à l'hôpital. Donc, il l'appelle et il nous demande de nous présenter, qui nous prendra en fait entre 2 rendez-vous. Ok. Donc, avec mon père, on y va. Il nous prend effectivement entre 2 rendez-vous. Bon, ça a été quand même un petit peu long. Et là, du coup, en fait, il me refait donc une échographie pour avoir ses propres photos, images, tout ça. Et il confirme le résultat en fait qu'on nous a annoncé. Donc, il nous annonce que le bébé, il a un rétrécissement aortique sévère avec ventricule gauche désadapté. Et il me dit que c'est une maladie cardiaque grave, congénitale. Donc, c'est-à-dire que c'est comme ça, voilà. Et qu'il y a trois solutions qui s'offrent à nous, en fait. Donc, je suis beaucoup perturbée. Surtout que le papa n'est pas avec moi, parce que j'avais mon père et que mon mari Cyril était en déplacement. Donc, on ne savait pas trop où tout ça allait nous amener. Donc, les 3 solutions, c'était soit je mène la grossesse à terme, mais avec un risque sur 2 où à la naissance, le bébé ne survivrait pas. Ok. Soit on fait un IMG, donc interruption médicale de grossesse, donc compliqué. Ou alors on tente quand même un accouchement prématuré, mais avec peu de chance. Ok. Là, il y a tout qui s'écroule en fait, parce que comment prendre une décision? Et en plus, il me dit qu'il faut que je prenne une décision rapidement. Ok. Parce que là, en fait, tant que Livio est dans mon ventre, c'est grâce à moi en fait que ça va, mais s'il doit naître, voilà, ça part sur quelque chose d'important, même au risque de savoir qu'ils ne survivent pas, quoi. Donc, c'était vraiment compliqué. Donc, il me laisse du temps. J'appelle le papa, donc mon mari, et c'est le choc, bien évidemment. Et on prend quand même la décision de se dire on va tenter l'accouchement prématuré. Ok. Voilà, je ne me voyais pas interrompre la grossesse à ce stade-là, parce qu'en fait, j'étais à la fin du 6e mois, tout début du 7e mois. Attendre le terme, on ne savait pas en fait, on était vraiment perdus, et la solution qui nous paraissait la meilleure, c'était quand même de prendre le risque de le faire naître prématurément. Et le médecin, il vous a orienté sur une décision ou il vous a simplement exposé les 3 choix et Il en nous vous a laissant... Il nous a simplement exposé les 3 choix, pardon, et Ok. bon. Donc, on retourne le voir avec mon papa, et là, je lui dis qu'on prend la décision de le faire naître. Ok. Et là, en fait, tout va très vite. Donc, il s'organise de son côté, et il me dit que je dois rentrer, donc je crois que ce jour-là, c'était un jeudi, que je dois rentrer à l'hôpital le dimanche soir. Ok. Donc, ça va vite. Ouais. Et donc, moi, je lui dis, mais je vais accoucher quand? Et il me dit, on en parlera. Dimanche, vous rentrez et on voit après comment ça se passe. Parce que eux, il faut qu'ils se mettent en place avec les cardiopédiatres, les pédiatres, enfin, tout un système de corps médical, en fait. Hein, Donc, il arrive ce dimanche où je rentre à l'hôpital, au service. Je sais plus trop ce que c'était le service. Et donc, c'était le dimanche soir. Et le lendemain, donc on me fait une batterie d'examens, forcément. Et le lendemain, donc ils se réunissent tous, un staff là où ils doivent prendre les décisions et tout. Et ils me prévoient normalement un accouchement pour le 29 juin. Ok. Ok, donc voilà. On me dit que je ne pourrais pas accoucher par voie naturelle pour pas le mettre en souffrance. Voilà, parce qu'il est déjà petit, enfin prématuré. Ouais.
Donc, on prévoira une césarienne. Donc, le 29 juin, ok. Il arrive le 28, on me dit, ben non, finalement, ce sera pas le 29 juin. Et pour quelle raison? Ben parce que les cardiologues et les pédiatres n'étaient pas d'accord. Ok. Donc, Ils n'étaient pas d'accord sur quoi? Sur la date ou médicalement médicalement. Ok. Médicalement. Et puis, ben, en tout temps, il me fallait me faire des piqûres pour lui faire mûrir les poumons et tout. Ben, pour eux, c'était un peu... C'était trop tôt Oui, voilà, c'était trop tôt. Mais pour les pédiatres, c'était trop tôt. Mais pour les cardiologues, fallait un peu s'activer. Donc, c'était vraiment compliqué. Ok. Mais on me laisse toujours hospitaliser. Donc, en fait, on savait pas quand est-ce qu'il allait finalement naître. Et ils ont réussi donc finalement à se mettre d'accord et ils ont prévu une césarienne le 6 juillet. Ok. Donc, il est bien né le 6 juillet Ok. à 10h43, donc par césarienne. Donc, quand on me l'a sorti, j'ai eu le temps de le voir, en fait, même pas 5 secondes, il est devenu tout de suite bleu presque noir. Ok. Ils me l'ont enlevé de suite. Ils l'ont mis dans une pièce à côté. Et là, en fait, ils lui ont fait donc les premiers soins. Moi, j'étais vraiment pas bien et en stress. Je pleurais énormément parce que je savais pas si mon bébé il allait survivre, en fait. J'avais peur qu'on me dise, qu'on vienne me voir. Ben non, Ouais. en fait, on n'arrive pas. Donc, c'était compliqué. Et je suis tombée sur une personne qui m'a beaucoup aidée et soutenue. Et elle faisait les allers-retours, en fait, toutes les minutes pour m'informer, en fait, de ce qui se passait. Ok. Et donc, elle est venue, elle m'a dit qu'au départ, il lui avait mis des lunettes d'oxygène pour voir s'il respirait un petit peu. Et en fait, non, il n'y arrivait pas à respirer. Ok. Pas du tout. Finalement, ils sont passés à le mettre dans un genre de coma pour qu'il soit confortable. Et ils ont réussi, en fait, ils ont finalement fini par l'intuber. Ok. Et poser des voies centrales. Donc, il faisait à peine 43 cm pour juste 2 kilos. Et Ok. déjà, plein de tuyaux partout. Donc, moi, je ne l'ai pas vu comme ça, en fait. Hein. C'était la femme qui me disait tout au fur et à mesure. Donc, après, j'ai vu Cyril. Donc, on attendait qu'ils nous disent quand est-ce qu'ils allaient transférer, en fait, Livio en service de réanimation. Et puis, ils l'ont amené après en service réanimation. Et j'ai pu voir mon fils pendant 2 jours. Wow. Sans savoir, en fait, ce qui se passait. Parce que moi, quand je venais d'avoir une césarienne, je ne pouvais pas bouger comme ça. Oui. Et donc, c'est Cyril qui est resté, donc le papa, avec lui. Et il aurait dû être opéré de suite à la naissance. Et finalement, comme il était trop faible et qu'il a eu un petit peu un choc au niveau de l'accouchement, Livio, donc du coup, ils ont préféré attendre 2 jours pour l'opérer, qu'il récupère un petit peu. D'accord. Et donc, moi, j'ai fait des pieds et des mains pour sortir de l'hôpital pour pouvoir aller voir mon fils, parce que finalement, je savais même pas si cette opération elle aurait réussi. Donc, ça aurait dit que si jamais il serait arrivé quoi que ce soit, je l'aurais jamais vu. Donc, Ok. je me suis débrouillée, Ouais. bien comme il faut, et je suis allée à l'hôpital les rejoindre pour voir mon fils, déjà. Et quand on rentre dans ce service de réanimation, c'est un choc. C'est un choc parce que, déjà, de voir son bébé comme ça, c'est très compliqué. C'est vraiment très difficile. Mais à côté de ça, en fait, il y a plein de petits lits avec d'autres enfants. Ok. On est presque les uns sur les autres. On n'a pas d'intimité. On est presque les uns sur les autres. Donc, en fait, on sait tout ce qui se passe sur les autres. D'accord. Et nous, on est là pour notre fils. On est là. Mais il y a des bébés qui sont tout seuls. Parce que les parents ne peuvent pas être présents ou parce qu'ils sont à l'étranger. Donc, je reste avec mon fils un maximum. Et puis après, il part donc se faire opérer. Donc, il a eu une première opération qui s'appelle un cathétérisme. Ok. Voilà. Donc, c'est un genre de petit ballonnet qu'on monte et qui remonte jusqu'à l'artère donc, qui était malade, l'aorte, et qu'ils ont en fait ballonné. Voilà. Donc, ça a été une réussite. Ok. Donc, nous, trop contents. Voilà. On se dit, ça y est, on est sorti d'affaires. Ouais. Eh ben non. Ouais. Ça serait trop facile sinon. Exactement. Voilà. Donc, il se passe quelques semaines quand même, en fait, avant que Livio, il arrive, comme il est trop petit, il n'arrive pas à se passer, en fait, de l'intubateur, en fait, qu'il a à respirer. Ok. Et il lui donne ils appellent ça des drogues. Donc, c'est les médicaments, en fait, par les voies centrales. Et on nous dit que,
qu'il faut que maintenant, il soit transféré au service néonatologie, mais dans un autre hôpital, donc là où j'avais accouché au départ. Pour le laisser grandir, en fait. Ok. Sauf que donc, ils font le transfert. Et arrivé là-bas, les hôpitaux, ils refont en fait leur batterie d'examen. Ils ne se fient pas par rapport, même s'ils ont le dossier médical, eux, ils veulent faire leur truc à eux. Ok. Et là, en fait, ils nous disent, il y a un petit souci quand même avec Livio, ses reins, les résultats ne sont pas très bons. Donc, bon. Et puis, effectivement, Livio, on voyait qu'il commençait un petit peu à gonfler, à changer physiquement du petit bébé de 2 kilos un peu, il passe à un bébé de presque 3, 4, 5 kilos. Et en fait, ses reins, ils ont lâché. Ok. Mais on était déjà transférés dans l'autre hôpital. Ok. Donc, ses reins ont lâché. Ils l'ont vite pris pour le préparer. Et nous, entre-temps, on a des médecins qui veulent nous parler. Et qui nous disent qui nous annoncent que les reins, ils ont lâché. Le pourquoi du comment, on ne sait pas. Ok. Donc, on l'apprendra plus tard. Oui. Mais on ne sait pas. Et ils nous disent que par contre, au vu de sa gravité et de sa cardiopathie, ils sont même pas sûrs qu'il supporte le trajet. Donc, on peut le perdre. Mais pendant qu'on nous dit ça, ils ont préparé Livio, mais ils l'ont transféré en fait. Et là, en fait, mon mari s'est énervé. Pendant qu'on te dit que potentiellement le trajet peut être fatal à ton enfant, en fait, lui, il est transféré. Oui, ils sont en train de le faire parfait. Ils sont en train de le transférer. Nous, on sait ça. Mon mari, il a pété les plombs. Il a pris une chaise, il a fait voler dans la pièce des nerfs, en fait. Parce que on nous avertit au dernier moment. Donc, en fait, on est parti. On a réussi. Il y avait ma sœur et mon beau-frère à l'époque qui nous attendaient. Ils étaient en scooter parce qu'ils étaient jeunes. On a réussi à intercepter. Non, mais vraiment, on a réussi à intercepter le SAMU, en fait. Et on s'était mis derrière parce que, voilà, pour être derrière, pour arriver en premier lieu, en fait, à l'hôpital. Okay. Donc, on est retransféré. Donc là, ils le remettent en réanimation. On se demande ce qui va se passer. Mais... Je t'interromps deux petites secondes, pardon, mais là, tu me parles des émotions que Cyril a eues avec cette chaise qui a traversé la pièce. Mais toi, en tant que maman, c'est le choc. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le choc. Moi, je suis en état de choc, c'est-à-dire que je ne comprends pas qu'on nous fasse transférer dans un hôpital pour nous dire que ça va, que tout va bien, que maintenant, il faut qu'il soit en service néonat pour le faire grandir, parce que au niveau cardio, ça va quand même bien, et puis qu'on arrive là-bas et que ses reins, ils ont lâché, quoi. Ils auraient pas... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ? Donc, c'est le choc. J'ai rien compris. Okay. Et là, de me dire en plus qu'au vu du fait que mon fils soit faible, et que qu'on peut le perdre, ils n'étaient même pas sûrs qu'ils tiennent sur le trajet, quoi. On est d'accord que, de ce que je comprends, y a le premier choc pendant la grossesse. Finalement, la première opération qui est une réussite, j'imagine qu'on est soulagé à ce moment-là. Oui. Et puis en fait, le rendez-vous d'après... Plus du tout, et on passe du tout au tout à nouveau. C'est ça. Okay. Donc, en fait, il arrive, donc il rentre en réanimation. Nous, quand ils font rentrer un enfant en réanimation, les parents n'ont pas le droit d'être là parce qu'il faut qu'ils l'installent. Donc, qu'ils préparent les machines, qu'ils l'installent, qu'ils le fassent une batterie d'examen et tout. Et là, en fait, le temps nous paraît super long. Donc, on sonne, parce qu'à l'époque, il fallait qu'on sonne à un interphone ou qu'on appelle. Oui, c'est les parents d'Olivio, il faut qu'on sache. Et là, on a une infirmière qui sort et qui nous dit, écoutez, ils sont en train de lui poser une dialyse péritonéale. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, qu'est-ce que c'est ça ? Et en fait, elle nous explique que ses reins, ils ont vraiment lâché. Okay. Et que là, en fait, ils sont en train de lui faire une opération au sein même de la réanimation, entouré d'enfants, en fait. Ils ne sont même pas dans un bloc opératoire où ils lui font ça à l'instant T, en réanimation. Ok. Bon, donc on n'a pas le choix d'attendre. Donc, le temps est long. C'est très long. On vient nous chercher pour nous dire que maintenant on peut rentrer pour voir notre fils, parce que du coup, en fait, quand il se passe quelque chose comme ça, ils font sortir tous les parents qui sont... pour pas que les parents voient ça. Bien sûr. Donc, t'as les parents, on a des parents qui râlent un peu parce que ils sont pris de leur enfant et qu'ils ont dû sortir parce que le nôtre, il est... Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc, on finit par tous rentrer chacun à ses enfants. Et là, je vois Livio qui est donc intubé, avec des tuyaux déjà partout. Donc ça, on avait un petit peu l'habitude, parce qu'il était déjà comme ça. Mais là, en plus, avec cette dialyse. Et là, l'infirmier, je lui dis, mais
Enfin, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Et pourquoi ces reins ont cessé de fonctionner? S'il a bien dû se passer quelque chose. Et en fait, on nous fait comprendre qu'il y a eu un surdosage de médicaments. Ok. En fait, ils lui ont donné un médicament pour le cœur, mais ils n'ont pas pris en compte sa prématurité et son poids. Donc, en fait, ils lui ont donné la dose d'un enfant. Et donc, il a fait une réaction allergique à ça. Et c'est ses reins qui ont lâché. Donc là, il nous dit, en gros, il faut espérer qu'il fasse pipi. Mais je croyais qu'il me prenait, en fait, pour une... Au départ, il faut espérer qu'il fasse pipi. Oui. S'il fait pipi, ça veut dire que la dialyse, elle fonctionne et que ses reins vont recommencer à fonctionner. Et nous, on était là, en fait, à surveiller le pipi. Et parce qu'il avait une poche, forcément, parce que le tuyau amène à une poche avec des genres de grammage, là, pour voir combien il y a de millilitres et tout. Mais il faisait pas pipi. Moi, je me disais, ça marche pas, en fait, leur machine. On était là, je commençais vraiment à me dire, mais on va le perdre, quoi. Et c'est pas ça, c'est que comme ses reins déjà étaient lâchés, il y avait le cœur derrière, finalement, qui n'arrivait plus à suivre non plus. Parce que tout est c'est un peu un cercle. Hein. Si le cœur, ça va pas, tu peux être sûr que le reste, ça va pas non plus. Mais si tu as un organe qui est défaillant non plus, le cœur, ça lui donne plus de travail et forcément, ça l'a affaibli. Donc, il a réussi à faire son premier pipi. On a sauté de joie dans la réanimation. On a dit, ouais, ça y est, il a fait pipi. Mais pour nous, c'était un exploit. Alors que ça paraît, quand on en parle un peu... je pense que dans la vie de tous les jours, si tu dis que tu attends le pipi de quelqu'un, on va peut-être te regarder avec des yeux étonnés. Mais là, dans la situation, je peux comprendre que... Ouais, écoute, franchement, quand on a vu qu'il avait fait, mais c'était vraiment un fond de pipi, mais on pleurait de joie, on sautait, ouais, ça marchait, mais vraiment... Mais pour nous, c'était tellement important. Et en fait, oui, ça finit par faire effet. Donc la machine, elle fonctionnait. Trop bien, on était trop contents. Mais il a fallu lui laisser un certain temps la machine. Hein. C'est pas parce que tu fais pipi qu'on va t'enlever la machine. Il faut laisser le temps aux reins de se remettre, tout ça. Puis au fur et à mesure qu'on allait voir Livio, donc on faisait des visites, je voyais qu'au niveau de son pansement, c'était pas très propre. Bon, une fois, l'infirmière me dit non, vous inquiétez pas, je sais ce que c'est mon travail. Moi, je suis sa mère, mais je vois bien qu'il y a... Et puis je vois que le pansement, il est vraiment pas beau, il y a des choses vertes et tout. Là, j'insiste lourdement, en fait, en me disant non, mais là, je suis désolée, mais c'est quoi ce vert et tout? Et en fait, là, elle s'affole quand même. Et en fait, on apprend que Livio a attrapé 3 staphylocoques. 3 staphylocoques sur la dialyse. Okay. Mais que du coup, ça s'est infecté à l'intérieur. Et donc, c'est quoi qui est infecté? Ses reins, pas ses reins, son intestin, parce que ça a été perforé dessus. Et j'ai dit, et donc, voilà, ils vont l'opérer pour lui enlever 1,5 cm d'intestin, dû au fait d'avoir attrapé 3 staphylocoques. Mais 1,5 cm d'intestin sur nous, c'est rien, mais sur un bébé prématuré, c'est énorme. C'est beaucoup. Ouais. Donc, en fait, on est parti d'un problème cardiaque. On se retrouve avec des reins qui ont lâché. On se retrouve avec une dialyse péritonéale où il m'attrape, en fait, 3 staphylocoques. Avec maintenant une opération de l'intestin pour lui en enlever, en fait, 1,5 cm. Et en fait, c'est ça tout le temps. Mais... Bon, j'ai pas d'enfant, donc je savais que cet épisode serait un peu particulier, puisqu'il y a des choses, je peux que les imaginer, je peux pas les comprendre. Mais comment on se sent quand j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu vas à l'hôpital, c'est pour entendre une mauvaise nouvelle ou... Enfin, comment toi tu te sens? Comment tu fais pour arriver ne serait-ce qu'à aller à l'hôpital? Enfin, ça me paraît tellement irréel ce que tu dis, de me dire... oui, j'ai évidemment envie de voir mon enfant, évidemment. Et en même temps, peut-être la crainte de, à chaque fois que je passe la porte de l'hôpital, on me dit quelque chose comme ça. Alors, en fait, nous, au service de réanimation où il était Livio, les visites, elles étaient autorisées le midi jusqu'au soir. Et après, de 19 à 20 heures, en fait, ils changent d'équipe parce qu'il y a l'équipe de nuit qui arrive. Et la nuit, après, tu peux rester la nuit si tu as envie, mais le matin, c'est interdit. Donc, nous, on était logés à la maison McDo. Donc, c'est une maison McDonald's. Où là, tu as des parents dont tous les enfants sont malades. Avec différentes maladies, hein, mais on a tous nos enfants au même endroit, à l'hôpital. Okay. Et on se crée une famille.
Parce on finit par sympathiser, parce qu'on voit les parents qui vont toujours au même endroit que nous, qui ont des enfants, finalement, on finit par se créer une famille de la maison McDo. Donc nous, on s'appelle encore, même à l'heure actuelle, la Team 2011. Okay. Voilà. On a vraiment créé une famille, on se soutient, malgré les problèmes qu'on a, qui sont plus ou moins graves. Et quand on va en réanimation, je suis obligée de prendre sur moi. Je peux pas craquer, je peux pas me donner ce droit-là, en fait. Il faut que je sois forte pour mon fils, parce que je suis sa mère, et que comme c'est un bébé, j'ai pas envie de lui transmettre, en fait, tout ce stress, tout ce mal, en fait, puisqu'il a besoin de moi, il a besoin de sentir que ses parents sont là et qu'ils sont forts. Donc je prends énormément sur moi. Donc quand on nous annonce différentes choses, tu as envie de péter les plombs, tu as envie de craquer, tu as envie de... Mais tu le fais pas. Du moins, pas pour le moment. Ouais. Voilà. Ouais. Pas pour le moment. Parce que finalement, après, parce que c'est pas fini du coup, hein. Ouais. Il y a eu encore beaucoup de choses. Ouais. Parce que sinon, c'est pas drôle en fait. Ouais. Il lui enlève cette partie donc d'intestin. Et puis finalement, on nous convoque avec Cyril dans un bureau où en fait on nous fait comprendre qu'il faut arrêter l'acharnement thérapeutique. Okay. Et qu'on nous demande d'arrêter d'arrêter les soins, de laisser partir. Non mais et là en fait tu as clairement envie de lui rentrer dedans. Enfin, de quel droit on peut se permettre de nous dire ça en fait? Impossible. Enfin, et heureusement en fait finalement qu'on s'est battu pour lui. Oui, parce que évidemment, le podcast n'est pas filmé, mais pendant qu'on raconte ça, on a Livio qui est juste à côté de nous. Et, ouais. Et qui entend l'histoire, même s'il y a un ton grave, effectivement, sur l'épisode, Livio est là. Donc oui, je comprends que ça soit impossible, qui plus est aujourd'hui, d'imaginer ça. Ouais. Mais complètement. Donc, après ça, en fait, on se rend compte que son cœur, il rechute. Okay. Donc, il faut un autre cathétérisme. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, quand je tenais mon bébé dans les bras, un petit peu, parce qu'on me l'avait passé avec, il était avec les tuyaux, mais il lui en avait enlevé, en fait, tout ce qui était drogue et tout, les fils, ça pendait, mais je pouvais le prendre un petit peu dans les bras. Je l'ai pris dans les bras, il m'a regardé. Il m'a regardé, mais dans son regard, je comprenais qu'il me disait « Maman, ne me laisse pas y aller, je suis fatiguée, je le sens pas. » C'est bête, mais je sentais dans le regard qu'il y avait quelque chose qui allait pas, en fait. Et je le dis à Cyril, je le dis à mon conjoint, je lui dis « Mais je sais pas pourquoi je le sens pas, et je sens que Livio, il y a quelque chose, en fait. » Et lui, il me dit « Mais non, allez, ça va aller. Avec là, ce qui s'est passé, on est fort. » Mais une maman, enfin, on a l'instinct, en fait, hein. Et lui qui me regarde avec ses petits yeux, qui me dit en fait « Non, maman, ne me laisse pas. » Je l'ai laissé y aller à cette opération. Et finalement, en fait, ça s'est avéré que ça s'est mal passé. On a attendu avec Cyril donc, dans le couloir des heures, parce que ça a été très très long. Et donc, on nous appelle pour nous dire « Bon, l'opération elle est terminée, il y a le chirurgien qui va sortir vous donner des nouvelles. » Donc, on lui dit qu'on est juste dans le couloir, en fait, qu'on n'est pas sorti, on est resté là. Il sort, le chirurgien, il enlève son calot avec la tête baissée. Là, je le vois, je me dis, mais c'est bon, ça y est, il est parti. Il est parti, en fait. Et il nous regarde, il nous dit, je vous cache pas que l'opération, elle s'est très mal passée. Donc, moi, je me dis, il va nous annoncer que Livio, il est parti, en fait. Et il nous dit, il a fait 3 arrêts cardiaques. Donc 3, et là, moi, je sens que je pleure et que je me mets un peu dans une bulle. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et donc, 2 arrêts de 5 minutes, mais le 3e, il a duré 35 minutes. 35 minutes d'arrêt cardiaque? 35 minutes. Elle a la réanimation, donc le médecin réanimateur, donc c'était une femme, elle a tenu 35 minutes. Elle aurait pu lâcher. Elle aurait très bien pu dire au bout de 20 minutes ou 10 minutes, peu importe, de dire non, je laisse. Et non, elle a tenu et il est reparti au bout de 35 minutes. Mais on ne savait pas si Livio allait avoir des séquelles. Encore.
Mais moi, les arrêts cardiaques, je les ai très, très mal vécus. Parce que je me dis, mais en fait, ça me ramène au fait qu'on nous ait dit qu'on s'acharnait sur lui. Et je me dis que nous, on se bat. En fait, là, je me retrouvais dans une impasse où je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est bien ce qu'on fait pour notre fils parce qu'on veut qu'il s'en sorte, ou est-ce qu'on est censé le laisser partir, en fait ? Je savais plus. Et puis, ça devenait compliqué avec le papa, parce qu'on n'était pas d'accord sur les décisions à prendre. Et il y a eu tellement d'incompréhension entre nous deux que finalement, on a fini un petit peu par ne plus s'écouter et un peu se séparer, en fait. On parlait de divorce, on fêtait nos 1 an de mariage, mais on parlait de divorce. Voilà, on était partis pour se séparer parce que la situation, elle devenait trop lourde, trop compliquée, trop de trop, en fait. Ça commençait vraiment à peser. Puis avec la fatigue aussi, parce qu'on ne dort pas. Bah oui. Voilà. Même quand je rentrais à la maison McDo, je mettais mon réveil toutes les heures pour pouvoir téléphoner, pour savoir si mon fils va bien. Quand on me disait « oui, ça va, tout va bien », je raccrochais. Bon, je rappelais 1 heure après « oui, tout va bien », je raccrochais. Voilà, c'était comme ça, en fait. Mais là, j'étais arrivée à un point où je ne savais plus. Je savais plus, je me sens seule, je me sens perdue. Là, c'était... Là, vraiment, pour moi, j'arrivais plus à gérer. Et tu avais du soutien autour de toi, soit via l'hôpital, soit la famille, les amis, enfin... Alors, à l'hôpital, la famille, notre famille de team, quand on s'est créé, oui, parce que je pense que c'est les seules personnes qui peuvent vraiment comprendre ce qu'on vit. Parce qu'eux, ils le vivent différemment avec leur enfant. Mais ils savent ce qu'on vit. La famille aussi, on a eu beaucoup de soutien de la famille. Mais comme on dit, c'est vrai, ils comprennent par rapport à nous, notre vécu, mais ils comprennent pas, en fait, parce qu'ils le vivent pas. Voilà. En fait, je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre quand on est dans une période comme ça, avec ce qu'on vit avec son enfant. Donc, même si on dit aux gens, voilà, il s'est passé ça, mais je te le dis, mais tu le vis pas, quoi. Ah oui. Tu le vivras jamais comme moi je l'ai vécu. Oui. Et puis, eux, ils ont pas... Ces personnes-là non plus, la famille, en fait, ils voyaient pas Livio comme ça non plus. Ils l'ont pas vu. Après, nous, à la famille, on disait bien ce qu'on avait envie de dire. Oui. Voilà, on pouvait pas dire exactement tout ce qui se passait ou tout... Oui, et puis il y a des choses qui sont indescriptibles. Enfin, j'imagine, là, quand tu racontes la scène du chirurgien, ne serait-ce que son attitude, c'est compliqué à décrire, sauf que ça dit beaucoup. Ouais, complètement. Et ça m'a marqué. Ouais. J'ai cette image encore dans la tête où je le vois sortir des portes, qu'il a la tête baissée, il enlève son calot et je me dis, mais maintenant, c'est une mauvaise nouvelle. Bon, finalement, en fait, Livio, il n'est pas décédé, mais bon, il nous annonce quand même une mauvaise nouvelle. Mais les prochaines heures, en fait, elles vont être critiques. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il en fasse un autre. Ouais. On ne sait pas où on va. Il a fait donc ces 3 arrêts cardiaques. On dit que peut-être au niveau du cerveau, il y a une atteinte. Non, mais vraiment, là, c'était compliqué. Donc, ils ont dû lui faire par la suite un encéphalogramme. Et ça allait. Et donc, il avait aucune atteinte, donc pas d'handicap, en fait, parce que, ça a quand même été pris à temps. Mais ça reste compliqué parce que, voilà, là, c'était vraiment... En fait, il y a eu un moment où, comme je t'ai dit, il y a tout. Ça va pas avec ton conjoint, ton fils, ça va pas non plus. On te demande d'arrêter les soins. Toi, tu te bats, mais finalement, tu sais même plus pourquoi. Tu te sens seul. C'est vraiment un mauvais passage, là. Ouais. Comment ça évolue, du coup, après ? Après, finalement, ça évolue quand même bien. Mais il arrive toujours pas, en fait, à se passer malgré que son cœur, quand même, bat, on va dire, normalement, même si son cœur, même à l'heure actuelle, il sera jamais normal. Il n'arrive pas à se passer de l'intubateur, il n'arrive pas à respirer tout seul. Okay. Donc, c'est problématique. Faut savoir que quand on est au service réanimation, toutes les semaines, le médecin change. Okay. Et tous les soirs, le médecin change. Donc, en fait, vous avez une semaine où on va vous dire, Livio, c'est blanc. Puis la semaine d'après, on va vous dire, Livio, c'est rouge. La semaine d'après, on va nous dire que Livio, c'est jaune. C'est jamais le même discours. Donc, toi, tu es en consultation, parce que tous les jours, on demande d'avoir le médecin, parce qu'on a des rendez-vous qui sont programmés tous les jours.
Eh ben, un qui va te dire ça, ben moi, cette semaine, je vais faire ça, en fait. On va tenter ça avec Livio. La semaine d'après, ah ben non, moi, je vais faire autre chose. En fait, tu savais jamais sur quel pied danser. Ok. Mais là, en fait, nous, la priorité, c'était que Livio, il se passe du respiratoire, Ouais. en fait. Oui. Mais comme c'est un bébé, il faut quand même qu'il le vaccine aussi, parce qu'il y a des vaccins aussi à faire. Donc, ils lui font les vaccins, normal, comme un bébé. Et finalement, après, ils lui ont aussi... comment je pourrais dire? Il a fallu qu'il fasse son sevrage de tous les médicaments qu'il prenait depuis maintenant des mois, parce que de voir son fils en manque de drogue, comme on nous a dit, c'est violent quand même. Alors, comme il est intubé, il n'a pas de voix qui sort. C'est vraiment... Tu le vois qu'il est en souffrance, qu'il est en transe, qu'il est en manque, mais sans voix, sans rien, parce que il y a l'intubé. Mais ça fait mal de voir son bébé comme ça. Ouais. C'est horrible. Mais du coup, après, son cœur, forcément, ça rechute encore. Mais là, on se dit, on ne va pas encore l'opérer. Ouais. Parce que, en fait, au départ, là, on parle des opérations, c'était que des cathétérismes. Mais normalement, Livio, il aurait dû subir une opération à cœur ouvert qui s'appelle la chirurgie de Ross. Mais ils estimaient qu'il était trop petit. Pour ça, ils ne voulaient pas prendre de risque. Donc, ils voulaient le laisser grandir un maximum pour pouvoir espérer un jour lui faire cette opération. Donc, pour l'instant, enfin, il n'avait jamais eu affaire à cette opération. Mais là, qu'il y a eu la rechute du cœur, ils n'allaient pas se dire encore qu'ils allaient refaire un cathétérisme. Donc, en fait, ils se sont retrouvés bloqués entre soit on part sur l'opération à cœur ouvert, ou alors on commence à être un petit peu embêtés, quoi. Et là, on était... avec Livio, on a un médecin qui vient nous voir et qui nous dit, bon, écoutez, on a une solution, mais elle n'a jamais été testée sur un bébé. Okay. Et là, on lui dit, mais du coup, qu'est-ce que c'est ? Il nous dit, en fait, c'est une genre d'ampoule normalement, qui coûte très cher aussi, parce qu'ils ne se sont pas gênés de nous dire que ça coûtait un peu plus de 10 000 €, et qui nous dit qu'on le donne aux personnes âgées. Donc, j'ai dit, mais en fait, vous n'avez jamais donné ça sur un enfant, sur un bébé ? Non, Livio, ça va être le premier. Donc, c'est un test. Et là, mon mari, il pète un plomb. Et il dit, non, vous ne pouvez pas prendre Livio comme un cobaye, en fait. Ouais. Mais pour moi, si je me dis dans ma tête, c'est le truc de la dernière chance. Ouais. Donc, on n'est encore pas d'accord. Okay. Donc, Cyril qui dit qu'il ne veut pas le donner, et moi qui suis pour qu'on lui donne. Et là, on prend un risque encore, parce qu'on ne sait pas si ce truc, ça va marcher. Ouais. Donc, il se passe quand même une belle journée, une grosse journée avant qu'on se dise qu'on prenne la décision. Et en fait, on l'a donné et ça a fonctionné. Okay. Par chance. Par chance, ça a fonctionné. Mais il n'arrivait toujours pas à se passer du respirateur. Donc, on nous convoque et on nous dit, écoutez, maintenant que ça fait quelques mois que vous êtes en réanimation, on voit bien que Livio n'arrive pas à se passer du respirateur. On va lui faire une trachéotomie. Une trachéotomie, et après, on vous envoie en centre, dans un centre particulier, dans le Var, à Hier, je crois. Okay. Je sais pas, non, pas possible, en fait. Il n'y a pas moyen que vous lui fassiez une trachéotomie. Et là, en fait, le médecin, elle me regarde, elle me dit, mais de toute façon, si on doit prendre la décision, elle nous revient. En gros, on n'avait pas tellement d'autres mots à dire. Et alors là... Oh, la violence. Là, je crois que c'était la goutte qui a fait déborder le vase, et je me suis vraiment, là, énervée. Ouais. Je crois que j'ai tout lâché. Ouais. Tu vois, ce que je traînais depuis des mois, que je prenais sur moi, et que je sais... Mais là, je crois que quand elle m'a dit ça, ça m'a fait vraiment, littéralement, péter les plombs. Ok. Je me remets hors de question. Et là, je lui dis, en fait, mais que je veux faire transférer mon fils à Paris. Que je veux que Livio soit transféré avec tout son dossier médical à l'hôpital de Necker à Paris. Et elle le prend mal, évidemment. Voilà. Donc, elle me met des bâtons dans les roues. Elle ne veut pas nous donner le dossier. Et je lui dis qu'il est hors de question qu'elle me fasse une trachéotomie sur Livio. Hors de question, je pense. Parce que si jamais elle s'avise à le faire, je dis, je vous brûle autour. Non, là, je suis partie vraiment très loin. Mais parce que je suis arrivée à un stade où, en fait, déjà que la manière dont elle me dise qu'elle s'octroie le droit de faire et que je suis contente, c'est bien, je suis pas contente, c'est pas... Non, pas du tout. Ouais. Et par chance, en fait, qu'on a eu de la chance, c'est que ce rendez-vous, c'était en fin de semaine. Donc, on savait que ça allait... donc, on a fait tenir les choses, qu'on savait qu'on allait avoir un autre médecin la semaine qui a suivi. Et heureusement, ce médecin, donc, on prend rendez-vous avec lui, on lui explique la situation,
on lui explique parce que lui, il a entendu. Forcément, ça parle après entre médecins. Ouais. Donc, il y a eu ce petit accrochage. Et lui, d'un coup, je me suis dit, mais il va rentrer dans ce truc et il va nous dire qu'il faut la trachéo. Et là, il nous regarde, il me dit, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas pour qu'on lui fasse la trachéotomie. Oh, quel soulagement. Ouais, j'imagine. Quel soulagement. Et alors, on lui dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et il me dit, bah, écoutez, on va progressivement le faire passer, diminuer en fait l'oxygène, mais progressivement. Okay. Et en fait, il est venu avec nous près de Livio. Il a pris le temps de nous expliquer comment la machine, en fait, elle marchait. Et il nous a fait confiance. Donc, les premiers temps, donc Livio, il était à 100% d'oxygène, donc il respirait vraiment pas seul. Et puis, au fur et à mesure du temps, on lui baissait un petit peu le taux d'oxygène pour voir comment lui, il tolérait. Et ça fonctionnait bien. Et jusqu'après, on arrive pratiquement en fin de semaine. Et Livio, il était pratiquement, en fait, capable de pouvoir respirer seul. Okay. Et donc, on lui dit, il vient nous voir, il nous dit, bah, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je lui dis, moi, je pense que Livio, ça devrait le faire quand même. Et là, ça fait quand même quelques temps qu'il respire pratiquement seul. Il a juste la machine au cas où, mais c'est seul sinon. Et là, c'est vrai que Cyril, il m'a fait rappeler cette phrase et il a raison. Il m'a regardé, ce médecin, et m'a dit, vous, la maman, vous le sentez comment? Parce qu'une maman, ça ressent tout pour son enfant. Et ça, c'est... Incroyable qu'il te dise ça. Oui, parce que finalement, je sais pas comment je pourrais décrire ça, mais il avait raison, en fait, parce que je ressentais tout, et c'était le bon moment. Donc, ils ont réussi à l'extuber, et il a fini par respirer tout seul. Okay. Donc, ils lui ont juste mis un petit peu des lunettes d'oxygène pour pas qu'il soit trop en souffrance. Et ils l'ont laissé comme ça pendant un certain temps pour voir justement, en fait, comment il se tolérait lui. Et ça a fonctionné. Okay. Il a fini par finalement respirer tout seul et ça allait. Son cœur allait bien, le reste allait bien, ça suivait plutôt bien. Donc, ils nous ont descendu, on est sorti de la réanimation. Okay. Donc, je te parle de ça, c'était donc début novembre. Donc, il est né au mois de juillet. Ouais. Début novembre, ils nous laissent en service donc de cardiologie. Mais ils nous gardent en fait longtemps parce qu'en fait, ils ont déjà tenté de nous faire rentrer à la maison. Ça a duré 2 jours. Okay. Parce qu'ils nous ont laissé rentrer chez nous. Et Livio, en fait, il était tellement pas bien, mais je te parle ça, il avait 1 mois et demi, 2 mois. Donc, et en fait, il était en anémie, il a fallu qu'on retourne vite aux urgences. Donc là, ils veulent plus prendre le risque de nous faire rentrer chez nous trop rapidement. Donc, on passe pratiquement 10 jours en service de cardiologie. Où là, c'est magique pour nous parce qu'on a enfin notre rôle de parent. On peut donner des bains, je peux lui donner le biberon. En fait, on a notre rôle de parent, quoi. Bon, à l'hôpital, mais on a notre rôle de parent. Ouais, mais ça fait un sacré changement par rapport au mois d'avant. Complètement, parce que faut savoir que Livio, j'ai pas pu le tenir dans mes bras. On a tenté de me le faire mettre dans les bras, il devait avoir 3 semaines. Et c'était compliqué de nous le mettre dans les bras, parce qu'avec tous les tuyaux que ça engendre, tout le déplacement qu'il faut faire, mais j'avais besoin d'avoir mon bébé. Donc, suivant sur la personne que vous tombez au niveau des infirmières, ben, y en a une qui va faire l'effort. Il y en a d'autres qui en feront pas et qui vous disent non, c'est pas possible. Donc, on savait après à qui on avait affaire. Et donc, j'ai pas eu le Livio très souvent dans les bras. Donc là, forcément, j'ai énormément profité. Et après, c'est vrai qu'aussi, il faut savoir que... Comment je peux dire Enfin, ces mois-là ont été vraiment... Je le souhaite à personne. Hein. Mais quand même, quelque part, ça nous a permis de voir... Parce que quand on m'en parlait, que je savais qu'il y avait des enfants qui étaient hospitalisés, tout ça, bon, tu te dis, ok. Mais quand tu le vis, toi, après, tu as une autre perception de la vie après. Ouais, j'imagine. Avec tout ce que tu vis, tout ce que tu as vécu, tu vois plus les choses pareilles. Ouais. Tu vis complètement différemment. Et du coup, donc après ces jours en cardiologie, vous rentrez à la maison? On rentre à la maison le 11 novembre. Ok. On finit par rentrer à la maison parce que quand on était en service cardiologie, il venait lui faire une échographie tous les jours et des tests sanguins pour savoir si ça allait. Et au niveau de la cardio, ça allait très bien quand même. Et on a fini par rentrer à la maison et on était suivis au départ toutes les semaines. Donc une fois par semaine, il fallait qu'on descende à l'hôpital pour une échographie.
On a fait ça pendant pratiquement un mois. Et puis au fur et à mesure, une fois par semaine, se passait une fois tous les 15 jours. Puis une fois 15 jours, se passait une fois par mois. Et puis en fait, on a espacé les rendez-vous quand on voyait que ça allait. Attends, je reviens juste sur... parce que j'ai fait exprès de te dire, bon, vous êtes sortis, puisque tu viens de me dire avant, tu vois la vie différemment. Complètement. Comment c'est quoi cette nouvelle vie de enfin pouvoir rentrer à la maison avec Livio? Comment tu te sens? Comment tu le vis? Alors stressée quand même au départ parce que Ouais. je sais que j'ai un bébé fragile. Ouais. Donc, et puis comme on avait déjà fait l'expérience de rentrer à la maison où ça s'était mal passé, j'avais peur que ça se reproduise. Mais maintenant, on connaissait en fait tous les signes et puis tu connais ton bébé aussi, donc tu sais quand ça va pas. Et on fait ce retour à la maison, on le prend avec nous à dormir forcément. J'imagine. On l'a pas mis dans une chambre tout seul là-bas au fond, tu vois. Étonnamment. Et il est resté près de nous finalement pendant 2 ans quand même. Ouais. Parce que même lui, après, même pour Livio, hein, vu qu'il a toujours été avec nous, du jour au lendemain, même quand on a déménagé, parce que il s'est senti dans une chambre seule, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils font mes parents là? Ça y est, ils m'ont lâché. Donc ça a duré quand même 2 ans, ce Ok. sevrage de... Donc non, on est quand même stressé, mais soulagé. Mais en même temps, on est un peu, comment je peux dire, dans l'inconnu, parce qu'on ne sait pas où on va encore. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Ouais. Là, en fait, même encore à l'heure actuelle, j'ai envie de dire que moi, Livio, il vit avec une épée Damoclès au-dessus de la tête. Parce que même si on est rentré à la maison, il a toujours eu des suivis. Et j'ai finalement aussi... on a pris aussi la décision de se faire suivre sur Paris. Ok. Voilà. Donc, il est suivi aussi sur Paris. Et puis, finalement, il a eu une opération à cœur ouvert parce que il y a eu des erreurs médicales. Parce que du coup, quand il a eu ses arrêts cardiaques, ce qu'on ne savait pas et ce qu'on a su par la suite, c'est que quand il a eu les arrêts cardiaques, c'est que le chirurgien, il avait trop dilaté. Donc, ça a déchiré une partie de son aorte qui était malade. Et il y a une fuite qui s'est créée. Mais ça, on ne le savait pas. Là, on parle du chirurgien dont on parlait tout à l'heure, qui est venu t'annoncer que ça s'est mal passé. Exactement. Et comment vous avez appris ça, du coup? Après, bien longtemps après. Ok. Parce que quand on a été suivi sur Paris, j'étais sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et à l'époque, il y avait une femme qui avait des jumelles, une qui était en fait atteinte d'une maladie cardiaque grave. Je l'avais contactée, parce qu'elle était suivie sur Paris. Et je l'avais contactée et je lui avais dit, est-ce que tu connais un très bon cardiologue et tout? Et donc, elle nous avait conseillé un très bon cardiologue. Mais il m'a dit, par contre, ne t'inquiète pas, il ressemble un peu au professeur Folding. Je dis, putain, mais où c'est qu'elle... Enfin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle m'envoie? Moi, je veux quelqu'un de compétent quand même. Mais elle me dit, il est excellent. Je dis, donc, il a un certain âge. Hein. Elle me dit, ah ouais, non, mais... Et en fait, quand je finis par prendre rendez-vous avec ce professeur Folding, quand je l'ai vu, tu sais pas, franchement, j'ai eu un coup de cœur pour lui. C'est-à-dire que je l'ai vu et j'ai dit, mais lui, c'est la personne, en fait. Okay. C'est lui. Ça a changé, en fait. Et brut de décoffrage, hein, vraiment, il ressemble effectivement au professeur Folding. On est rentré, on a voulu parler. Non, vous me laissez, donnez-moi le dossier et vous sortez dehors, je vais faire ma propre truc. Donc, il nous a même pas laissé le temps de parler. Okay. Rien du tout. Oh, putain, c'est quoi ça? Et quand il nous a repris en consultation, et c'est lui, en fait, clairement, qui nous a dit qu'il y avait une erreur. Il a pas de fuite au départ, votre fils. Pourquoi il en a une maintenant? Et quand il a fait l'échographie, il a vu ce trou. Ok. Donc, Livio a une fuite, chose qu'il n'avait pas auparavant. Donc, son cœur, il avait déjà du mal à fonctionner, surtout son ventricule gauche. Ben là, maintenant, en fait, il se remplit de sang, parce qu'il y a une fuite. Donc, ça n'arrange pas le travail. Donc, il le surveille. On monte à Paris régulièrement, quand même. Puis vient le moment où cette fuite, elle s'aggrave trop. Okay. Il faut l'opérer. Mais là, l'opérer à cœur ouvert. Et il a quel âge à ce moment-là? 8 ans. Ok. Et pour nous, bien évidemment, il était hors de question de le faire opérer à l'hôpital où on avait déjà un certain vécu. Donc, on monte sur Paris. Mais quelle organisation! Parce qu'entre-temps, on a eu 2 autres enfants. 2 autres enfants. Après mes grossesses, moi, elles ont été très suivies. Et avec Cyril, on s'était mis d'accord que... vu que lui, il avait un problème cardiaque, que si les prochaines grossesses qu'il y avait un problème cardiaque, on gardait pas le bébé. Ça, c'est un point où je t'avais dit qu'on en reparlerait parce que quand on s'est préparé et que tu m'as raconté l'histoire avec Livio et que je savais que tu avais d'autres enfants après, je suis pas parent, donc je suis peut-être maladroit dans ce que je vais dire. Mais je me dis, mais
comment on peut refaire des enfants après et du coup s'exposer à cet éventuel risque de revivre la même chose. Comment on en parle? C'était forcément un point que je voulais aborder avec toi. Du coup, qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Cyril quand vous Alors en avez en parlé? fait, faut savoir que bon, après de toute façon, on n'en a rien caché parce que nous, tous les 5 dans notre famille, on parle énormément. Mm. C'était pas prévu que je tombe enceinte. C'était pas prévu. Mm. Mais c'est arrivé. Donc on s'est dit, bah, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Mm. Mais on était d'accord. Comme on savait, parce que les cardiologues m'avaient dit, vos prochaines grossesses, elles vont être suivies plus pour éviter que, Mm. voilà, qu'on se retrouve. Et on était d'accord avec Cyril de se dire que de toute façon, si jamais les prochaines grossesses, on nous annonce n'importe quelle maladie, hein, je t'avouerai, hein, Mm. pas que du cardio, Mm. on garderait pas. On voulait pas revivre ce qu'on avait vécu pour Livio. Mm. Après, il y avait rien qui disait parce que la preuve, hein, notre fille, elle est en très bonne santé. Et après, on a eu Gianni par la suite qui est en très bonne santé aussi. Bon, ben voilà, là, c'était comme Mm. ça. Mais tu peux pas, comment dire, pour répondre un peu à ta question, tu peux pas t'empêcher non plus, tu vois, de dire que tu vas plus avoir d'enfants, parce que ben voilà, c'est pas dit que. Ouais. Oui, enfin, je suis convaincu de ce que tu viens de dire et en même temps, forcément, si je m'imagine dans cette situation, tu vois, je pense que ça serait un stress énorme et je saurais pas quoi faire. Tout à fait. Ok. Mais donc du coup voilà, donc après pour en revenir, donc Livio qu'il fallait qu'il se fasse opérer à cœur ouvert ce jour-là, donc il a fallu qu'on aille voir aussi un cardiologue à Marseille et elle a parlé malheureusement très mal devant Livio parce qu'elle lui a dit que autant il survivrait pas à l'opération, mais Livio il était là, il a tout entendu. Et donc ça a été des cauchemars parce qu'il avait peur de mourir lui maintenant. Là, à 8 ans, tu comprends tout. Tu n'es plus le petit bébé prématuré où on te fait tout ce que tu veux parce que tu comprends pas. Mais là, il a 8 ans, il comprend. Mais nous, on leur dit qu'il ne se fera pas opérer sur Marseille et qu'on part sur Paris. Mm. Donc, avec un très, très bon chirurgien. Mais on a les 2 autres enfants qu'il faut gérer, en fait. Mm. Et en fait, donc à cette époque-là, nous, le dernier, il avait 2 ans. La petite, elle avait 5 ans. Mm. C'est dur. Mais on a eu la chance quand même d'avoir pu s'organiser avec la famille. Ok. La famille qui nous permettent en fait de partir, Cyril et moi. Vous êtes partis combien de temps du coup? En fait, c'était prévu au départ qu'on parte plus d'1 mois. D'accord. Et il fallait pas leur faire rater l'école aux 2 autres. Ouais. Donc on s'est organisé en fait avec ma meilleure amie et la famille, donc famille des 2 côtés, où pendant une semaine, à tour de rôle, ils venaient à la maison pour s'occuper des petits en fait. Okay. Et nous, ça nous a permis de monter à Paris, tous les 2. Et on m'a fait la remarque une fois en me disant, mais vous étiez peut-être pas obligés d'y aller tous les 2. Il y en aurait pu avoir un qui reste à la maison pour s'occuper des petits. Cette phrase, elle m'a marquée parce que je comprends pas d'ailleurs pourquoi on aurait pu me dire un truc pareil, dans le sens où Livio, cette opération à cœur ouvert, sa première, c'est la plus importante de tout ce qu'il a vécu. En sachant que cette femme nous a dit qu'il pouvait en mourir, comme toute opération, après tu me diras, hein, mais là, encore plus avec le risque qui était là. T'imagines si moi je serais restée pour mes 2 autres et je laisse partir mon mari et mon fils, et puis finalement l'opération elle se passe mal, moi je vois plus mon fils. Non, mais enfin, c'était une question un peu rhétorique, mais non, moi je veux pas l'imaginer. Voilà. Je en parle dans mon épisode, mais j'ai récemment perdu mon grand-père. Et quand ma mère me dit, en gros, il est condamné, c'est une question d'heures ou de jours, mais on ne sait pas. Dans ma tête, c'était impossible de rater 1 minute pour aller le voir. Donc, et c'est mon grand-père, c'est quelqu'un qui était âgé, enfin, c'était le sens de la vie. Donc non, je peux pas imaginer qu'une maman, après tout ce qu'on vient de se dire... Ou vice-versa, hein, où moi je serais partie avec Livio, et pourtant... honnêtement, après, ça, c'est quelque chose qu'on en a parlé aussi. On en parle encore tous les 5. Les petits, maintenant, ils ont grandi. Dans tous les cas, si j'avais un choix à faire, ce sera Livio dans tous les cas. Par rapport, si je dois délaisser, par exemple, ma fille et mon fils pour la santé de Livio et que je dois partir pendant quelques mois, je le ferai. C'est-à-dire que ça, pour moi, sinon... Je m'organiserai au mieux que je pourrai parce que j'ai la chance de pouvoir compter sur des gens. Mais je laisserai jamais partir Livio seul
se faire opérer et moi je reste ici. Alors quand c'est un contrôle, c'est pas pareil. Tu vois, t'as un contrôle, c'est un rendez-vous médical, mais je sais que tu rentres le soir. Oui. Mais là, une opération comme ça, où tu pars pendant un mois, enfin, c'est... Non, on est partis tous les deux. Bon, du coup, l'opération, elle a duré 14 heures. 14 heures où on est seul avec Cyril. Parce qu'on a de la famille à Paris, mais la famille travaille, donc ils peuvent pas... Voilà, donc 14 heures, tout seul. C'est long, 14 heures. Ouais. Très long. Mais Livio, jusqu'à présent, il tenait. Il tenait, il nous regardait, non, maman, ça va bien se passer, il était tout content. Et en fait, quand les portes de l'opération, du bloc opératoire se sont ouvertes, où il a fallu qu'il parte, il a tout lâché. Là, il commence à pleurer, à dire, non, je veux pas y aller, mais c'est trop tard, les portes, elles se ferment. Donc, on a cette image-là. Pendant 14 heures. Pendant 14 heures. Oh, quel enfer. Et on sait pas comment ça se passe. On sait rien, 14 heures sans nouvelles quand Aucune même. info pendant 14 heures. Aucune info, rien du tout. Ok. Rien du tout. On finit par nous appeler. J'avais tellement les mains tremblantes que pour moi, il était impossible de décrocher le téléphone. Je dis à Cyril, je dis non, il faut que tu le fasses toi. Parce que si jamais elle... Non, je n'étais pas capable. Et là, elle nous dit, l'opération, elle s'est très bien passée, c'est une réussite. Il va en service de réanimation. Mais nous, quand on nous a dit ça, service de réanimation, ça nous a ramené à des années en arrière. On s'est dit, oh, putain, mais ça va encore... On avait peur, en fait. Ouais. Et en fait, il faut savoir que cette opération, pourquoi elle était risquée, c'est parce qu'en fait, ils lui ont enlevé le cœur. Ils l'ont enlevé. En fait, ils lui ont arrêté le cœur. Ils lui ont enlevé le cœur. Et à la place, en fait, ils lui ont mis une genre de pompe pour prendre avec une circulation du sang extracorporelle. Donc, c'est pas rien. Ok. Et donc, pendant ce temps-là, il a eu des genres de patchs pour combler, en fait, on va dire, cette fuite. Donc, ça a été une réussite. Mais pareil, il n'y avait rien qui nous disait que quand ils allaient remettre le cœur, que ça allait partir. Ouais. Donc, c'est un stress pas possible. Ouais. Donc, c'est une réussite. Il part en réanimation. On s'est dit, bon, mais... De toute façon, on est là, hein, donc on ne savait pas trop comment ça se passait. Il a fait 2 jours de réanimation. 2 jours. Et ça n'a rien à voir. Hein. Là-bas, c'est des boxes fermées, on a notre intimité, beaucoup de personnes qui sont dans l'empathie, qui comprennent. Tu peux poser toutes les questions que tu veux. Tu n'as pas le sentiment d'être, relou, quoi. Hein. C'est rien à voir. Okay. Rien à voir. 2 jours de réanimation, puis nous mettre en chambre, et puis on attend de voir l'évolution. Donc, trop bien. Nous, on s'est dit, putain, mais c'est pas du tout pareil. Mais c'était sans compter que finalement, il allait quand même avoir un problème. Sinon, c'est pas drôle. Et en fait, Livio, depuis qu'il a été opéré de bébé de l'intestin, il a eu énormément de problèmes pour faire ses selles. Et en fait, l'anesthésie, ça lui a tout bloqué au niveau de l'intestin. Donc, il n'arrivait plus, en fait, à faire ses selles correctement. Okay. Mais il était à la limite de l'occlusion intestinale. Donc, on est passé par des lavements, ça ne marchait pas. Et puis, lui, il souffrait au niveau il avait mal. Et finalement, ils ont essayé, excusez-moi la méthode, mais c'est celle qui a marché, c'est de mettre un tuyau, en fait, directement dans les fesses avec de l'air. C'est ce qui a permis d'évacuer. Mais heureusement, sinon, il aurait fallu encore qu'on parte sur une autre opération. Bon, ben voilà, c'est... Okay. Et en fait, tout est réglé. On devait passer 1 mois d'hospitalisation. On y a fait, je crois, 15 jours, 3 semaines. On a fini par rentrer chez nous. On a fait ce trajet et à ce temps-là, c'était une de mes belles-sœurs qui s'occupait, donc qui était à la maison avec les petits, et je lui dis qu'on prend la route et qu'on rentre. J'ai dit, tu dis rien aux enfants en fait, parce que du coup, ça a été un déchirement pour nous de les laisser forcément. Hein, c'était vraiment très 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 compliqué. Et on roule, on se languit qu'une chose, c'est de retrouver. Donc on se retrouve tous les 5. Et là, en fait, on arrive un peu tard le soir. Ma belle-sœur, toute gentille, nous avait préparé le repas et tout. Mais elle avait rien dit aux petits. On rentre doucement. Et là, donc, ils étaient sur le canapé. Et d'un coup, Lésia, elle nous voit avec Gianni. Ils nous ont sauté dessus. Mais tu sais, ce moment d'émotion, mais tellement beau. Parce que finalement, tu vois, nous 5, c'est nous 5. On est une famille tous les 5, mais c'est nous 5. On est très unis, très... C'est marrant ce que tu dis parce que on est chez toi là pour enregistrer. C'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Moi, je l'ai ressenti en vous voyant. Il y a une vraie unité dans votre famille. Et je dis pas ça parce que ça fait joli de le dire par rapport à ce que tu dis. Mais je l'ai vraiment ressenti en rentrant chez vous. C'est nous 5, c'est nous 5. Et tu vois, même si avec Cyril, on a eu la période compliquée, qu'on parlait de divorce, mais en fait, notre amour, elle était plus fort que tout.
et nos enfants, et nous 5. Voilà, c'est nous 5. Il n'y a pas à dire. Donc, cette émotion de retrouver nos 2 autres enfants, de se retrouver tous les 5. Et puis voilà, c'est tous les semaines. Donc maintenant, on vit en fait tous les 5. On se cache rien. Les enfants savent que quand on doit partir pour Livio, on partira pour Livio. Ils le comprennent très bien. Et non, on communique beaucoup. Et non, c'est tous les 5. C'est vraiment... Incroyable. Je voulais revenir parce que maintenant qu'on arrive plutôt à la fin de cette histoire, tu me disais tout à l'heure que quand on a vécu tout ça, on voit la vie différemment. Comment tu vois la vie aujourd'hui? Nous 5. Non, je la vois différemment dans le sens où faut plus prendre la tête pour des futilités, tu vois, des choses qui en valent pas la peine. Mm. On n'a qu'une vie. Mm. On sait pas de quoi demain est fait. Et nous, on a vu que même Livio, je vais pas te dire qu'il est condamné, mais comme je t'ai dit, il vit un peu avec une épée Damoclès au-dessus de la tête parce que là, il y a encore une opération qui va être prévue. Mm. On le sait. Celle qu'on redoute depuis sa naissance, on va devoir encore passer par là. Donc, il faut vivre, en fait. Il faut vraiment vivre. Vis pour toi, vis... Comme je lui dis, tu vis pour toi, tu fais exactement ce que toi t'as envie, ce que nous on a envie, de pas se laisser influencer par les gens. Si lui, il a décidé que c'était comme ça, c'est avant tout, faut qu'on vive pour nous, en fait. Parce que, voilà, tu dois vivre, en fait, en étant heureux, mais sans regret. De pas avoir de regrets, parce que, justement, tu sais pas de quoi demain est fait. Ouais. La vie, elle est tellement courte, quelque part, que il faut vivre. Voilà. Ok. J'aimerais revenir sur ton objet, parce que on en a parlé tout à l'heure. Tu l'as pas lâché Non. des mains depuis presque 1 heure de discussion ensemble. C'était qui cette personne? Ça veut dire quoi aujourd'hui pour toi ce chapelet? Cette personne, c'était une femme de ménage qui venait nettoyer la salle de réanimation à l'hôpital. Ok. Et en fait, comme on était des parents très présents, c'est-à-dire qu'en fait, nous, le temps qu'on pouvait rester en réanimation, on y restait. Elle a vu cette dame, elle avait un certain âge, comme on souffrait en fait, qu'on était triste, parce que c'est vrai que des fois, tu pleures de voir ton enfant comme ça. Et elle venait donc nettoyer tous les soirs le sol. Et puis un jour, elle s'est arrêtée et elle nous a dit, vous savez, quand vous n'êtes pas là, je reste près de votre enfant. Et c'était une femme un peu... comment je pourrais dire, elle avait des origines, mais elle était très croyante. Et là, on est surpris. Elle dit, vous inquiétez pas, ça va aller. Je prie tous les soirs pour votre enfant. Et donc, elle nous a donné ça. Wow. Et je me suis accrochée à ça, en fait. Je m'en suis fait un tatouage aussi. Okay. Et un moment, avec Cyril, je lui ai dit, je ressens le besoin d'aller... alors, va savoir, non, mais des fois, il y a des choses qui te traversent l'esprit que tu n'aurais peut-être pas fait auparavant, mais que là, tu en ressens le besoin. On est allé à l'église, à Notre-Dame, en fait, à Marseille, pour prier. Okay. J'en ai ressenti le besoin. Et c'est à ça que je me suis raccrochée, en fait. Et donc, tous les soirs, en fait, je me suis mis, moi aussi, en fait, à prier pour mon fils, pour qu'il s'en sorte. Alors... tu m'aurais dit que j'aurais fait ça auparavant, je t'aurais dit non, mais jamais de la vie, en fait. On n'a pas du tout le même... Pourtant, je suis chrétienne, j'ai été baptisée, on s'est mariés quand même, tu vois, à l'église et tout, mais pas de là à faire des trucs. Là, tu sais que c'est ça qui m'a... Okay. Moi, je me suis raccrochée, en fait, à ça. Vraiment. Incroyable. T'as gardé contact avec cette dame ou pas? Non, elle est partie à la retraite, parce qu'elle avait déjà... Enfin, elle n'était pas toute jeune, la pauvre. Ouais. Elle n'était pas toute jeune, mais non. Non, on n'a pas eu de... Elle a été là pendant pratiquement tout le temps, et c'est vrai qu'après, non, on n'a pas gardé de contact avec, malheureusement, avec cette personne. Okay. Voilà. Incroyable cette histoire. Enfin, j'ai l'impression de le dire à tous mes invités que je n'arrive pas à imaginer ce qu'ils ont vécu. Enfin, je pense que c'est un peu tout le temps comme ça. Mais là, ouais, ça fait partie des histoires où... Voilà, je suis un peu sans voix. Je me dis, il y a eu, à chaque fois qu'il y avait un petit peu d'espoir, en fait, il se repassait quelque chose. Ouais. Tu parles aujourd'hui de l'épée de Damoclès qui est au-dessus de Livio. Pour autant,
je pense qu'il y a des choses qui trompent pas. Enfin, quand je vois ton regard, parce qu'il est en face de toi depuis le début de l'épisode, de l'enregistrement, le regard que tu as, je trouve ça incroyable. Ah, mais Livio, alors ça, c'est vrai qu'il y en a qui ne comprennent pas forcément, mais parce qu'encore une fois, ils n'ont pas vécu ce que nous, on a vécu. J'aime mes enfants, les 3, vraiment au même point. Mais c'est vrai qu'avec Livio, il y a ce petit truc, tu vois, ce petit truc en plus, qui fait que... Voilà. Je suis fière de lui parce que je sais que même encore à l'heure actuelle, il traverse des périodes très compliquées. Parce que là, maintenant, on le ressent, hein, sa prématurité. Il a certains soucis de mémoire, de pas mal de choses. Donc, je sais que lui se bat en fait au quotidien. Mais moi, c'est ma plus grande c'est ma fierté. C'est mon fils, quoi. Voilà. Je veux pas qu'on touche pas à Livio et c'est vraiment l'amour de ma vie. J'aime mes 3 enfants, hein, mais avec lui, on a tellement ce lien, ce parcours, tu vois, que... Ah non, c'est ma fierté, c'est mon guerrier, il le sait, hein, c'est l'amour de... Ouais, oui, ouais. Ouais, incroyable. Là, je me dis que ce podcast, il devrait être filmé parce que il y a vous l'entendez, il y a un gros moment émotion. Il y a Livio qui vient faire un câlin à sa maman. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que ça conclut bien cette histoire. Ludivine, merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. Vraiment incroyable. Merci Livio d'avoir été là sur tout l'enregistrement. Et cet épisode va faire le pont avec, je pense, le prochain. Puisque maintenant c'est Cyril qui va nous raconter la même histoire. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Ludivine. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire Kintsugi en entier. Si la discussion vous a plu, inscrivez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires, partagez-la à 3 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles avec un commentaire pour m'aider à faire connaître ce podcast. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui pourrait partager son histoire, vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram du podcast, histoire_kintsugi, ou par mail à l'adresse thibaut@histoire-kintsugi.fr. Merci pour votre écoute, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle histoire.